Et hello tout le monde. On est un peu en avance sans prendre le temps. Hello! Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, nickel. Super. D'accord, ok. Donc PowerPoint a décidé de se mettre à jour maintenant. C'est actuellement un très bon moment pour le faire, vous avez raison. Pourrais-tu me rouvrir ma slide, s'il te plaît? Merci. Oui, ok, ta gueule. Voilà. En forme tout le monde? Yes. Ça va, ça fait une semaine qui est vachement intense. Aujourd'hui, ça va être une journée de folie, mais ça va. Contente d'être là. C'est vrai que ça fait une sacrée semaine. Ouais. Ok, allez. Ça ne marche plus. C'est embêtant. Vive les mises à jour. Non, mais c'est ça, ça s'est mis à jour et le stylet ne marche plus. Alors, on va aller réparer ça, hein. Ok. Alors. Les joies du direct. C'est intéressant, dis donc. C'est toujours comme ça, c'est la loi de Murphy. La loi de Murphy de la technique. Alors, on va essayer ça autrement. Hello, hello. Et hello. Alors, comme je l'expliquais, plus rien ne marche sur mon iPad. Donc, on va essayer de refaire ça. C'est intéressant. PowerPoint ne marche plus. Je suis en sourdine. Voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'écran. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Ok, bon, ça c'est déjà bien. C'est bon, t'entends, très bien. Maintenant, il faudrait que PowerPoint daigne remarcher. Oh, ça m'énerve.
D'accord. On va faire ça. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, mon application PowerPoint a décidé de ne plus marcher. Et donc, je ne peux plus la noter. C'est très embêtant. C'est comme ça. Avec le whiteboard. Parce que cette saloperie s'est mise à jour. Et depuis, ne marche plus. On va essayer un truc tout con, c'est qu'on va éteindre cette saloperie d'iPad. Comment est-ce qu'on éteint ce truc? Tu vas maintenir appuyé le bouton Power et. Essaie le bouton Power, le bouton de Power pour le déverrouiller. Ouais, c'est ce que je sais depuis tout à l'heure. Maintiens. Maintiens-le. Et si ça ne marche pas, c'est avec une des touches volume en plus. Ok. Mais je ne sais pas laquelle. Ah, C'était laquelle? Le volume du bas ou du haut? je sais volume du haut. Je suis vraiment les deux. Alors, on va espérer que ça marche. Sinon, on va devoir improviser un peu différemment. C'est pas grave. Non, ça, c'est le mindset. Rester calme quand c'est cassé. C'est vraiment une loi immuable de l'univers, ça. La technique casse toujours quand vous êtes en live. Ou alors elle casse toujours, mais on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas en live. Oui, c'est possible aussi. Est-ce que ça marche? Ah, je n'ai plus d'application Keynote. Ah, c'est bien ça. C'est où ce truc? Là, je l'ai trouvé. Non, ça marche plus. Ok, ça marche. On va essayer de faire ça autrement. D'accord, l'Apple Pencil est déconnecté. Oui, je connecte l'Apple Pencil, volontiers. Allez, connecte-toi. C'est bête. D'accord. Connecté normalement. Oui, tu es connecté, c'est bien. Comment tu marches, s'il te plaît? J'en ai marre. Ah là là. C'est quoi le stress? Quand j'ouvre ma présentation, alors Keynote s'est mis à jour au moment où je me suis connecté. Et depuis, en fait, quand j'ouvre Keynote, je n'ai plus accès à mon écran. Là, je pianote sur l'iPad, il ne se passe rien en fait. Il n'y a pas un bug entre l'ordi et le téléphone, et l'iPad qui communiquent entre eux là, en ce moment? Non, non, parce que regarde, tu vois, c'est ouvert. Et Ah, il s'est bugué, ok. ouais. Ouais. Je l'ai refermé, je l'ai rouvert, ça n'a rien changé en fait. T'as coupé vraiment l'application? Ouais, c'est ce que j'avais fait avant. Parce que là, tu l'as pas coupé, hein, si Ouais, tu je as sais. juste fait ça. Ok. Non, bon, d'accord, c'est fermé. Et si tu réuploades la presse? J'ai déjà essayé. Ok.
peux pas t'aider. Si quelqu'un a une idée, je vous en prie, lâchez-vous. Est-ce que tu as testé une autre application pour présenter? J'ai que Keynote sur l'iPad. Attends, Hmm. Parce qu'avec le whiteboard, ça ne marche pas. Non, tu vois. Google Slide peut-être? Ouais. C'est quoi, tu l'as en app sur l'iPad? Ouais. Slide, et tu devrais l'avoir. Voilà, Google Slide le premier dessus. C'est ça. Ça marchera peut-être avec celui-là. Hmm. Ça marche pas. Sinon, on se l'a fait montrer ça. Jérémy, Mayra qui met si tu peux l'extraire en PDF, si ça peut peut-être t'aider. Je sais pas. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est mes applications de prise de notes qui ne marchent plus. Donc, alors le problème en PDF, c'est qu'en PDF, je suis obligé de l'ouvrir sur Whiteboard. Et sur Whiteboard, les annotations ne marchaient pas. Maintenant, on peut essayer ça aussi, c'est vrai, c'est pas con. Alors, attendez, il faut que je passe de l'ordi. Et donc, je vais devoir changer de Wi-Fi, ça va me déconnecter. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on aura le temps de tout faire. 15 minutes. Et c'est vrai que vu que Ah, ça a ça marché. m'arrange, je bois le café. Mais c'est vrai que vu que ça a marché tous les jours, en fait, je ne l'ai pas testé aujourd'hui avant de le faire. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, en fait. Alors, vous m'entendez toujours? Ça marche là? On t'entend, c'est bon. Super. Alors, le coup du PDF a marché. Bien joué, Maya. On va pouvoir commencer. Ce qui est bien, c'est que c'est enregistré. Du coup, ça, on aura des preuves. On pourra en rigoler. Alors, partager l'écran. Alléluia. Alors, je rouvre tout. Alors, vous voyez aussi qu'on peut être une quiche intersidérale en technique et quand même s'en sortir. Quand on a des clients qui comprennent plus que nous. Mais enfin, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On a failli pas y arriver. Aujourd'hui, on arrive vraiment vers la fin de cet atelier, puisque demain, on va faire du décryptage de business surtout. Et ce sera moins de la présentation magistrale. Et aujourd'hui, on va parler de mindset, on va parler de blocage, on va parler de vision des choses, de comment voir ce qui nous arrive, de comment voir notre marketing, de comment voir notre entreprise, de comment percevoir les choses, et de cette dichotomie qu'il y a très souvent entre la réalité et notre perception. La première chose que je veux qu'on voit, si ça marche, ça ne marche pas. Allez, calme-toi. Voilà. La première chose que je veux qu'on voit, c'est les plus gros blocages que vous allez expérimenter avec votre état d'esprit. Ces blocages-là, c'est toujours les mêmes.
c'est la confiance en soi, l'amour de soi, le syndrome de l'imposteur, sa relation à l'argent, l'overthinking, le fait de trop penser, de trop réfléchir. L'acceptation d'un espèce de timing divin, on n'est pas obligé de corréler à la religion ou à Dieu, on s'en fout. Juste le destin, les choses sont ce qu'elles sont. Et le fait de reconnaître sa propre valeur. Cette liste-là, qu'on va revoir en détail ensuite, sont les plus gros freins en termes d'état d'esprit et de mindset que vous allez rencontrer. Tout le monde les rencontre à différents niveaux. Le premier, c'est la confiance en soi. La question de la confiance en soi, c'est est-ce que je me sens capable? Est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce que je me lève le matin et que je me dis je vais y arriver? Et finalement, est-ce que... Mais alors, t'en vas pas? C'est pour ça que j'aime pas les PDF. Et finalement, ce que je me dis, c'est est-ce que je crois, et ça marche plus, est-ce que je crois que je peux le faire et que j'ai confiance dans mes capacités à le faire? La confiance en soi, elle part de là. Sentiment d'être capable, sentiment d'être à la hauteur, sentiment qu'on va y arriver, qu'on peut le faire, qu'on peut trouver les solutions en fait. On n'est pas obligé de les avoir. Hein. Je peux avoir confiance en moi pour trouver les solutions. Avoir confiance en moi pour trouver la bonne personne pour m'apprendre. Avoir confiance en moi et en la vie, dans le fait que je vais tester et que je vais trouver des réponses. Mais déjà, avant tout, et c'est la base, est-ce que vous avez assez confiance en vous le matin en vous levant et en vous regardant dans le miroir pour y arriver? Si ça bloque là, c'est la première chose à voir. Je vous donnerai en fin d'atelier des astuces pour travailler ces blocages-là. C'est celui que je rencontre le plus souvent. L'amour de soi, c'est la bienveillance à son égard. C'est se dire que c'est OK quand ça ne va pas. C'est se dire que j'ai le droit d'échouer. Parce que de toute façon, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. J'ai le droit d'aller mal. Cette espèce de syndrome du coach qui doit toujours aller bien et qui doit transformer chaque challenge, chaque défi, chaque moment difficile en opportunité de se dépasser. C'est des conneries. C'est des conneries monumentales. Tous les entrepreneurs que je connais et que j'ai pu fréquenter dans ma vie, et j'en ai fréquenté jusqu'à des sommes annuelles en dizaines de millions, hein, ils ont des moments difficiles et ils en chient. Est-ce que vous avez assez d'amour de vous-même pour accepter ça, pour le reconnaître et pour, comme si vous étiez face à un enfant qui ne va pas bien, vous dire « Ok, t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer. Tu as le droit d'être mal, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'en avoir marre. Et j'ai assez de bienveillance à ton égard pour te dire de te reposer, pour te dire de ralentir et pour prendre du temps pour toi. » J'ai exposé ces derniers jours sur les réseaux sociaux ce que je vivais. Et le fait qu'en ce moment, moi, c'est challengeant, c'est difficile, je suis fatigué, je suis stressé, etc. Un lancement sur 3 semaines, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'enjeux, etc. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit il faut absolument régler un truc, il faut faire ça, il faut que tu prennes un coach, il faut lâcher prise. Non, déjà, fous-moi la paix. Pour commencer, fous-moi la paix, hein, ça faut le dire à tout le monde, hein, foutez-moi la paix. C'est les gens qui viennent vous dire ça, c'est ce que j'appelle la tribu des you should.
je joue 2-10. Ils ont toujours un avis sur ce que vous devriez faire. Et en fait, j'ai assez d'amour de moi pour me dire, c'est super dur, c'est normal d'en chier, ça ne fait pas de moi une personne plus mauvaise, etc. Et en fait, il faut juste laisser passer le truc. Ça va passer. Comme tout passe. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup qui m'a été racontée par un ami tchétchène il y a un paquet d'années maintenant. Le roi Salomon, on connaît pour l'histoire du bébé coupé en deux, des choses comme ça. Le roi Salomon, c'était un roi qui était connu pour sa très grande sagesse. Ce que je vous raconte là, c'est un toast normalement avec la vodka. C'est un roi qui était connu pour sa très grande sagesse. Mais le roi Salomon, lui aussi, avait des difficultés. Il avait sa femme, ses enfants, l'empire à gérer, les envahisseurs. Il devait gérer ses conseillers. Il était assailli de choses à gérer de toutes parts. Mais il tenait le coup. Et un jour, pour le roi Salomon, ça a été plus difficile. Et il allait voir un sage pour demander conseil. Ce sage, il lui a expliqué ce qu'il vivait. Il lui a dit, c'est vraiment difficile en ce moment, les envahisseurs nous attaquent, les conseillers me cassent les couilles, ma femme, la relation elle est compliquée, mes enfants, ils sont chiants, le royaume, c'est la merde. Et le sage lui a donné un anneau sur lequel était écrit « Tout passe ». Salomon, il retourne dans son royaume avec son anneau, et à chaque fois qu'il est un peu en galère, il regarde son anneau, il voit « Tout passe ». Et un jour, c'est trop, c'est plus que d'habitude. Plus compliqué que sa femme, plus compliqué que ses enfants, plus compliqué que le royaume, les envahisseurs, les conseillers, c'est le bordel. Il regarde l'anneau, il voit tout passe, il fait chier cet anneau, j'en ai plein le cul, j'en ai marre, c'est des conneries, il veut enlever l'anneau et le jeter. Et il y avait une inscription à l'intérieur de l'anneau. Et même ça, ça passe. L'amour de soi, c'est aussi l'acceptation que toute épreuve passera et que ça va bien se passer. C'est complètement lié avec une espèce de foi dans le destin qui n'a pas besoin d'être religieuse. Enfin, chacun choisit comme il a envie sa vision de la spiritualité, du destin ou du rationnel d'ailleurs. Mais que ce soit de façon extrêmement spirituelle, religieuse ou extrêmement rationnelle, de toute façon, toute épreuve passe. Et il y a de grandes chances que ce qui vous rende absolument malade aujourd'hui, dans 70 ans, vous direz, putain, tout ça pour ça. L'amour de soi, c'est s'autoriser ça, c'est se donner ça. Il y a un autre blocage très fréquent, c'est le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour? Qui suis-je pour proposer ce prix? Qui suis-je pour dire que je suis capable de les aider? Qui suis-je pour dire ça publiquement? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Il y a deux choses dans le syndrome de l'imposteur. La première, c'est est-ce que vous êtes assez bon? Vraiment. Juste matériellement. J'ai déjà vu des personnes qui avaient un syndrome de l'imposteur et sincèrement, il était justifié. Deviens meilleur. Très bonne façon de résoudre le syndrome de l'imposteur. Hein. Continue de se former, continue d'essayer, de progresser, de travailler et deviens meilleur. La deuxième chose avec le syndrome de l'imposteur, c'est aussi pourquoi je me rabaisse? Qui m'a dit dans mon enfance, dans ma vie, que j'étais pas capable, que j'étais pas assez bien, que j'étais pas assez bon, que je devrais pas me mettre en avant parce que ça se fait pas et que je méritais pas d'être plus vu parce que j'avais des belles choses à apporter? Qui m'a dit ça? À quel moment j'ai accepté cette idée que si je prends de la place, je suis illégitime? Ça vient toujours de là. Un sentiment d'illégitimité. Je n'ai pas mérité la place dans laquelle je suis. Je suis un escroc. Alors, sachez que de toute façon, une entreprise en croissance, vous aurez en permanence en train de vivre ce sentiment d'illégitimité. Parce que quand la croissance, elle commence, ça va vite en général. Et vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui se passe. Il y a un autre blocage très courant. C'est la relation à l'argent. La relation à l'argent, c'est ce que les Anglais, ils appellent money stories. Vos histoires sur l'argent. Vos histoires sur l'argent, c'est
comprendre déjà pour commencer le fait que toutes vos croyances sur l'argent et sur tout ce que ça entraîne viennent de l'enfance. Elles viennent de vos parents en général. Selon la relation de vos parents à l'argent, vous avez la même. Vous l'avez reçue. Et tant que vous ne travaillez pas dessus, vous gardez la même. Donc de toute façon, vous êtes limité par ces croyances-là. Alors ces croyances, il y en a tout un tas. Hein. Ça peut être l'argent rend les gens mauvais. C'est très fréquent. Et là où c'est pernicieux, ce genre de croyance, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne pensez pas les avoir. C'est plutôt, vous allez regarder un milliardaire et vous allez dire, oui, mais lui, de toute façon, quand vous vous surprenez à faire ça, c'est ça. Vous justifiez le fait que ceux qui ont beaucoup d'argent ont forcément fait des mauvaises choses. Et donc, si vous faites des bonnes choses, vous ne pouvez pas avoir d'argent. Alors, il y a aussi une classique. L'argent, ce n'est pas spirituel. C'est-à-dire, moi, je suis spirituel, je suis au-dessus de ça, je n'ai pas besoin d'argent. Si Mère Teresa n'avait pas eu des dizaines et des centaines de millions, elle aurait sûrement fait moins de trucs. Et croyez-moi que l'argent, elle savait aller le chercher. Elle savait lever des dizaines de millions. J'ai fait une vidéo sur elle, elle est beaucoup décriée pour ça. Elle était capable d'aller racketter les dictateurs pour leur demander du pognon pour ouvrir des orphelinats. Elle n'avait pas peur de l'argent. C'est juste qu'elle, personnellement, ça ne m'intéressait pas, mais elle en avait besoin pour faire ce qu'elle devait faire. En termes de spiritualité, c'est une Mère Teresa, quoi. Il y en a plein d'autres. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Si on ne travaille pas dur, on ne peut pas avoir d'argent. Si je ne travaille que 2-3 heures par jour, je ne mérite pas d'avoir de l'argent, je ne travaille pas dur. Il y a deux choses ici à regarder. La première, c'est que cette croyance, elle nous vient de l'héritage industriel. L'héritage industriel, Fordisme, Taylorisme, les premières usines, les pièces détachées, le travail à la chaîne, etc. Et à cette époque-là, effectivement, plus d'heures de travail égale plus de production de valeur et de capital. Et donc, travailler plus voulait dire gagner plus. En termes d'heures, bêtement. On n'est plus dans l'âge industriel. L'argent ne fonctionne plus comme ça. C'est pas parce que vous faites plus d'heures que vous êtes plus payé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est payé par rapport à deux choses. La complexité de ce qu'on résout et notre degré de remplaçabilité. C'est pas juste, ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. Plus le problème que je résous est complexe, et moins je suis remplaçable pour le résoudre, plus je suis payé. Regardez les infirmières, les éboueurs, les policiers, les pompiers, tous ces gens sans lesquels la société ne fonctionne pas, hein, simplement, et purement et simplement, on n'a plus de société sans eux. Mais le problème n'est pas complexe. N'importe qui peut le résoudre. Et ils sont très remplaçables. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce qu'ils font et il n'y a pas assez de place par rapport au degré de gens qui sont capables de faire ça. Donc ils sont très mal payés. Prenez un ingénieur en physique nucléaire, très compliqué, très peu de gens qui savent le faire, très peu remplaçable, très bien payé. Donc vous pouvez, et vous avez le droit, d'être payé à quasiment rien foutre. Du moment que vous résolvez un problème complexe, vous êtes très peu remplaçable pour le résoudre. Et vous allez être payé des sommes absolument démesurées par rapport à votre temps de travail, par rapport à vos parents, par rapport à vos amis, des choses comme ça. Moi, j'ai des amis qui travaillent 10 fois plus que moi, je gagne 10 fois plus qu'eux. C'est pas juste, mais c'est la réalité du monde. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce monde. Ça ne change pas la réalité. On va le voir après ça. Notre relation à l'argent, nos blocages sur l'argent, nos histoires sur l'argent, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres que je vous invite à explorer. Pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez aller regarder le travail de Marie Sapir. Et pour ceux qui sont plus à l'aise avec le français, et c'est pas pour rien que je l'ai fait venir dans le programme Génie pour faire dans l'Académie des Génies pour faire le travail d'hypnose, c'est Livia Verzea,
qui travaille vraiment sur les money stories avec du travail d'hypnose et de réécriture de l'inconscient. Elvia, c'est elle qui va faire tout le programme d'hypnose et de réécriture de l'inconscient dans l'Académie des génies. Maintenant, il y a plein d'autres gens qui font ça aussi. Ken Honda, oui, aussi. Il y en a plein. C'est aussi une des spécialités de Margot Klein, typiquement. Sauf que Margot Klein ne le fait pas avec la réécriture, elle le fait avec du coaching, mais il y a tout plein de blocages sur l'argent. On en a tous, qu'on le veuille ou non. Et sans les résoudre, on est bloqué. Parce que c'est vraiment au niveau de l'inconscient que ça se passe. Vous n'en avez pas conscience où vous allez. Moi, par exemple, j'ai beaucoup entendu dans mon enfance « l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres ». Et donc, j'ai ancré pendant longtemps qu'il fallait forcément faire des choses hyper compliquées qui prennent du temps pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, quand je lance une offre dont j'ai eu l'idée en 30 minutes et que j'arrive à faire des dizaines de milliers d'euros avec, l'argent, il pousse un peu sur les arbres quand même. L'overthinking est aussi un problème très récurrent. Overthinking, c'est le fait de trop penser. Trop penser, c'est ces moments où vous allez vous murer dans les angoisses, dans les peurs, la panique, scénario catastrophe. C'est ce moment où vous êtes posé seul chez vous tranquille et ouais, et là je viens de dépenser tant et en fait les clients ils vont pas arriver parce qu'en fait ils vont se rendre compte que je suis nul et en fait du coup je vais faire faillite et puis je vais finir sous un pont et puis toute ma famille va m'abandonner et puis ils vont mourir. Voilà, overthinking. C'est quand on s'imagine un scénario complètement imaginaire qui finit forcément mal. Si on se pose rationnellement sur ce scénario, même si la peur n'a rien de rationnel, hein, et elle est justifiée, elle est là pour exprimer quelque chose, mais les scénarios qu'on s'imagine dans sa tête, ils sont jamais vrais. Ça n'arrive jamais ce qu'on s'imagine. Pour soigner, si ça devait être soigné, l'overthinking, ça serait ancré dans le présent. Oui, bon, d'accord, dans 6 mois, ça peut mal aller. Mais là, maintenant, ça va. Là, tout de suite. Ok. Si là, maintenant, ça va, c'est déjà bien. Est-ce que dans 1 minute, ça va aller? Probablement que oui. Bon, la suite, on verra. Je fais confiance au moi du futur pour régler les problèmes du futur. Parce que le moi du futur aura appris des nouvelles choses sur le chemin, donc il saura comment régler ces problèmes, même si moi, aujourd'hui, je ne sais pas encore. Overthinking, c'est aussi... oui, j'ai peur de signer des clients parce que quand j'en aurai 10, mon business il va exploser parce que j'aurai trop de travail et que je ne serai pas capable de gérer. Oh, enfin, faisons déjà 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et puis quand on aura 5, tu auras assez de cash flow pour embaucher quelqu'un pour t'aider, puis tu auras appris de nouvelles compétences, puis, enfin, voilà. Donc en fait, avant d'arriver à 10, tu seras une nouvelle personne qui sait faire de nouvelles choses et donc tu ne vas pas du tout exploser. Le toi d'aujourd'hui ne doit pas régler des problèmes de demain. Le long terme doit être réglé par le toi du long terme. Tu peux y réfléchir au problème, mais tu n'es pas censé avoir les solutions. Tu trouves les solutions sur le chemin, en marchant. C'est comme si tu étais en bas d'une montagne et que tu te disais les 100 derniers mètres, je ne connais pas le chemin. Je ne sais pas, tu verras en haut. Il y aura bien une route qui sera tracée, et puis s'il n'y en a pas, tu trouveras un chemin en fonction du paysage autour de toi. Ça nous paraît aberrant d'essayer de visualiser les 10 derniers mètres de la montagne quand on est encore en bas, puisqu'on n'a pas sous les yeux ce qui se passe. Le overthinking, c'est pareil. On n'a pas les éléments du futur, mais on veut régler le problème tout de suite. Alors déjà, le problème, des fois, il n'arrive pas. Puis il n'arrive pas comme on pensait. Puis il y en aura un autre à la place. Et puis on saura faire d'autres choses peut-être, qui permettront de le régler le problème. Il y a 6 mois, tu m'avais dit que j'allais scaler une boîte avec de la pub, avec une équipe et tout, j'aurais fait une crise de panique. Et je trouvais les réponses en chemin. L'acceptation d'un espèce de timing divin. J'ai un ami qui, quand il était jeune, il a eu un problème cardiaque et les médecins n'ont pas trouvé ce qu'il avait. Il avait 16 ans, il a fait une crise cardiaque, il a failli mourir. On lui a dit tu peux mourir demain, c'est parce que tu as un problème. Point. Il a décidé de vivre comme si c'était le dernier jour, tout le temps. Il a fait une deuxième crise cardiaque après, et des années après,
ils ont réussi à résoudre ce problème au cœur. Mais il a gardé cette phrase qu'il me dit tout le temps, qui se préoccupe beaucoup moins du coup du futur et des problèmes qui peuvent arriver que nous, puisque lui, son horizon de temps, c'était 1 minute. Et il me dit toujours, cela est. Les choses sont ce qu'elles sont. Vous pouvez vous battre pour les changer, mais ça ne changera rien. Je prends toujours cet exemple de c'est pas parce qu'on se tape plus fort la tête contre le mur que le mur devient transparent et que vous pouvez passer à travers. Ça reste un mur. Vous pouvez taper aussi fort que vous voulez, c'est un mur. Les choses sont ce qu'elles sont. Il se passera ce qui doit se passer. Le timing divin, c'est aussi juste accepter que dans notre métier, il y a une part de chance. Il y a des gens qui réussissent sans raison. Il n'y avait rien qui prédisait qu'ils allaient réussir et ils ont explosé. Il y a des gens qui ne réussissent pas sans raison. C'est atroce à observer, ça fait trop chier, ils font tout bien, ça ne marche pas. Il y a des startups qui explosent sans raison, il y a des startups qui échouent sans raison. C'est très facile d'expliquer a posteriori, mais la vérité, c'est qu'on n'avait pas les réponses avant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a observé que plus on dure dans le temps, plus on est compétent, plus on fait d'essais-erreurs, plus notre pourcentage de chance augmente par contre. On peut créer de la chance. On peut créer plus de chance. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une part de chance. C'est finalement le lâcher-prise sur la vie. Ce qu'on appelle aussi l'expérience de la reddition. J'avais pas prévu ça, je voulais pas que ça se passe comme ça. Ok, ça se passe comme ça. Comment je l'accepte? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Les choses ne se passent pas comme on prévoit. Vous pouvez essayer de vous battre contre, vous pouvez essayer de suivre le flot. Il y a dans la vie un truc qui nous dépasse. Appelez ça Dieu, l'univers, la chance, l'immatériel, appelez ça comme vous voulez selon votre propre croyance personnelle, on s'en fout. Mais il y a des choses qu'on ne pige pas. Moi, ma croyance personnelle, par exemple, c'est que Dieu, c'est de la science qu'on n'a pas encore compris. Mais ça n'empêche qu'il y a une force supérieure, pour moi. C'est mon choix. C'est la croyance que moi, je choisis d'avoir. Chacun la sienne, je n'ai vraiment aucun jugement là-dedans. J'accepte toutes les croyances du monde, moi, du moment qu'on ne me fait pas chier avec la mienne. Je suis très, très cool là-dessus. Et je choisis de croire qu'il y a quelque chose de plus complexe et de supérieur à nous, qu'on n'a juste pas été capable de comprendre. Et qu'on comprendra d'ailleurs peut-être jamais. Et je deal avec ça. J'aime bien cette croyance de tous ceux qui sont autour de la loi de l'attraction. On va en parler après parce qu'il faut la comprendre de façon intéressante. L'univers, c'est comme des parents avec un jeune enfant. Les parents, des fois, l'enfant, il veut jouer, ils vont l'obliger à aller se coucher. Et en fait, l'enfant, il trouve ça injuste, mais les parents, ils savent que c'est parce que dans 4 heures, il y a tous les copains qui arrivent et qu'il faut qu'ils soient en forme pour jouer encore plus. Des fois, la vie ne nous donne pas ce qu'on voulait, parce qu'on doit être prêt pour quelque chose d'autre. On n'a pas toujours le contrôle là-dessus. On peut choisir où on veut aller, mais peut-être qu'on finira autre part. Accepter ça, c'est aussi lâcher prise sur le contrôle du destin. Si destin il y a, j'en sais rien, je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que je parle d'un espèce de timing divin des choses. Des fois, on fait tout bien et ça marche. Des fois, ça ne marche pas et c'est parce qu'on a fait tout mal. Des fois, on fait tout bien et ça ne marche pas. Des fois, on fait tout mal et ça marche quand même. On est déjà arrivé. J'ai vraiment fait un truc à l'arrache, je ne pensais vraiment pas, je n'y croyais pas. Puis pouf, ça explose. Hein, quoi. Il y a des éléments qui ne sont pas dans notre contrôle. Qu'on le veuille ou pas. C'est très chiant à accepter. Moi, je suis un psychorigide, control freak. Je dois vraiment tout millimétrer à faire rentrer dans mes cases à moi comme j'ai décidé. Donc, vous dire que c'est pas facile pour moi, ça. Mais à chaque fois que je souffre intérieurement, et pas j'ai mal, je souffre. C'est-à-dire que c'est un truc que je construis moi-même à partir de la douleur. Et à chaque fois que je souffre intérieurement, c'est parce que je m'accroche à une volonté de vouloir tordre la réalité comme moi j'avais décidé. La réalité ne marche pas comme ça. La réalité marche comme elle veut. Là, il y en a même,
Spinoza notamment, qui parle de déterminisme et qui dit qu'il y a 3 portes devant vous, vous pensez que vous faites un choix, mais de toute façon, il n'y avait qu'une seule porte qui était ouverte. Donc en fait, vous faites un non-choix. Vous ne saviez pas le choix. C'est juste que vous avez décidé de la bonne porte ou de la mauvaise, mais en fait, vous n'avez pas décidé. De toute façon, vous allez devoir passer par la seule qui est ouverte. Il y a aussi le fait de reconnaître sa valeur. Alors ça passe par quelque chose que je répète beaucoup à mes clients. C'est vous avez gagné et vous méritez de par votre simple existence. Je vous rappelle que c'est vous qui avez gagné la course. Et vous êtes le spermatozoïde gagnant. Déjà, le pourcentage de chances que ça arrive, il était faible. Il y en a des millions et des millions et des millions. Et c'est vous qui avez gagné. Et vous dites, je ne mérite pas d'exister. Alors déjà, à l'essence même de ton existence, tu as gagné. Maintenant, on n'est pas censé avoir à prouver quoi que ce soit. Vous devez prouver votre valeur dans le monde professionnel, parce que c'est comme ça que marche le système capitaliste et l'entreprise. Pareil, que vous l'acceptiez ou pas. C'est comme ça. Mais prouver la valeur de votre offre ne veut pas dire prouver votre valeur en tant qu'individu. La valeur d'un individu est intrinsèque. Un individu a de la valeur par son existence. Point. Que vous fassiez tout pourri ou tout parfait ou ce que vous voulez, vous n'avez pas plus ou moins de valeur en tant qu'individu, même si la société a tendance à vous dire le contraire. Parce que ça veut dire que quelqu'un qui souffre, il a moins de valeur que quelqu'un qui ne souffre pas et qui réussit, que celui qui est drogué, il n'a pas de valeur. Mais alors celui qui a tout fait parfaitement, mais qui finit par tuer des millions de personnes, il a de la valeur. Comment on jauge la valeur de l'individu dans ce cas-là? Moi, je choisis que tous les individus ont de la valeur. Et donc, je reconnais ma valeur en tant qu'individu. Parce qu'il y a des chances que sur 7 milliards d'humains, même en étant ce que je pense être la pire version de moi-même, il y a des gens que je peux aider. Ça veut dire accepter aussi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise version de soi. Ça, c'est quand on veut coller à quelque chose d'extérieur. La société m'a dit que je devrais être ça, donc je tends vers ça. Si je n'y arrive pas, je suis une mauvaise personne. Vous pensez que vous êtes nul en copywriting, ça fait de vous un mauvais membre de la société? Allez vivre dans une grotte, vous aurez plus besoin de copywriting. Là, il faudra être branché à la place. La valeur de vos compétences, c'est un truc qu'on se construit en fonction de nos objectifs. Là encore, parce qu'on a décidé de tordre la réalité, parce qu'on voulait telle chose dans la vie. Si vous ne vouliez pas ce que vous avez décidé consciemment de vouloir, on ne serait pas assis ici. Mais c'est un choix. Vous pouvez faire autre chose demain. Il va rien se passer de grave. Demain, vous pouvez vous sortir de la société, aller vivre dans une forêt, vous pouvez devenir éboueur, ou vous pouvez devenir président de la République. Ça ne change rien. Hein. La vie s'en fout, l'univers s'en fout, le monde s'en fout, et vous, ça ne changera rien à votre valeur. Hein. On fait des choix pour notre vie et pour notre vie professionnelle. Les choix, c'est juste ce que c'est juste des choix. J'ai décidé de jouer à tel jeu en tant qu'humain. Parce qu'il a l'air marrant. S'il n'est pas marrant, on fait autre chose. Donc reconnaître sa valeur, c'est ça. C'est déjà décorréler sa valeur professionnelle de sa valeur personnelle. Parce que la valeur professionnelle, elle est déterminée par un système capitaliste. Hier ou demain, ce sera un autre système. Et parce que votre valeur d'individu n'a rien à voir avec votre capacité à vendre des produits. C'est pas parce que vous êtes une quiche en marketing aujourd'hui ou demain ou après-demain que ça fait de vous un mauvais humain. Probablement que vos parents, ils s'en foutent. Hein. Ou vos enfants, ou vos amis, ou les gens, peu importe, les gens qui sont les plus proches de vous, probablement qu'ils n'en ont rien à foutre que vous vendiez ou pas. Ils veulent votre bien, ils veulent vous voir heureux. Et justement, en parlant de vente, il y a aussi des blocages qui vous empêchent de vendre et qui font que vous allez saboter toutes vos ventes. La première, c'est le fait d'être needy, en demande. Vous avez tellement peur de louper une vente que vous êtes un petit pot de colle casse-couille. On l'est tous, hein, à un certain moment. Moi, je l'étais aussi. Il y a aussi le fait d'être réactif.
d'être dans la réaction permanente. Réaction à ce que dit l'autre. Ce n'est pas vous qui contrôlez l'interaction. Et puis, il y a aussi vos angoisses. Oui, de toute façon, je sais qu'il ne va pas acheter, il va me dire que c'est trop cher. Puis comme d'hab, de toute façon, les prospects ils me disent tous non. Moi, j'ai remarqué que quand on est dans une conversation de vente, c'est un peu des prophéties autoréalisatrices. Quand on arrive dans l'appel ou dans la conversation Messenger ou autre, n'importe comment, ou en live, et qu'on se dit trop cool, encore un qui va signer, je vais trop bien l'aider, il va avoir trop de résultats, le pourcentage de vente, il augmente drastiquement. Par exemple, quand on se dit de toute façon, je ne vais pas y arriver parce que je suis nul, parce que je suis trop cher, et puis je ne suis pas sûr de pouvoir l'aider, donc je vais devoir être sûr que je comprenne bien ce qu'il fait, parce que de toute façon, je ne vais pas y arriver. Alors là, le taux de closing, c'est 3%. Et encore, je suis gentil. Les émotions avec lesquelles vous arrivez dans une conversation de vente sont celles qui déterminent la vente. À l'opposé des blocages, je parle avec mes clients, ce qu'on appelle le niveau de certitude. À quel point je suis sûr que je peux l'aider et à quel point je suis sûr avant l'appel qu'il va signer. Moi, quand je parle à quelqu'un, à moins qu'il fasse du e-commerce, du MLM, du VDI, des trucs auxquels je ne bite rien, je suis sûr à 200% de pouvoir l'aider, parce que je suis bon dans ce que je fais et que l'expérience m'a prouvé que j'avais raison. Et je ne vois aucune raison logique pour qu'il ne signe pas. Le produit est bon, je suis compétent, la personne en face de moi, logiquement, ce n'est pas un débile fini. Moi, je suis sûr. Hein. Beaucoup de gens qui me disent des fois, quand je discute avec eux, si Dieu le veut, Dieu il veut, il faut lui la paix. Il n'y a que toi qui ne veux pas. Dieu il veut toujours. Et tout simplement parce qu'en fait, il s'en tape. Dieu, si Dieu il y a, il s'en fout de ton problème. En fait, il n'y en a rien à taper. Il n'y a que toi qui ne veux pas. Ça, c'est des choses dont vous avez besoin dans chaque interaction avec vos prospects. Et c'est l'état d'esprit à avoir pour que ce soit plus agréable pour vous, pour eux et pour le résultat. La première, c'est la présence. Est-ce que quand vous parlez avec quelqu'un que vous voulez aider, vous êtes vraiment là? Ou est-ce que vous êtes en train de penser à la phrase d'après? Ou vous êtes en train de penser à ce qu'il va signer ou pas? Vous êtes en train de penser, et s'il signe, est-ce qu'il aura l'argent pour payer? Est-ce que je vais être capable de l'aider? Et au fait, qu'est-ce que je vais manger à midi? Ah tiens, comment ils vont les gosses? Et ça m'arrive aussi. Hein. Je suis au téléphone avec quelqu'un et franchement, ce qui me raconte, je m'en bats les couilles. Et je pense qu'une chose, c'est à ce que je vais bouffer, à mon café, ou à un truc qu'on m'a dit la veille, ou un truc que je vais faire le lendemain. C'est pas bon signe pour l'interaction en général. La vraie présence, c'est l'écoute active. Vous écoutez vraiment ce que la personne dit. L'écoute active, c'est l'opposé d'entendre. Entendre, c'est un son auquel on ne prête pas attention. On l'entend. Vous avez remarqué quand quelqu'un vous répète 3 fois quelque chose, vous lui dites toujours « Ouais, c'est bon, j'ai entendu ». Ouais, mais t'as pas écouté. Sinon, tu n'aurais pas eu besoin de l'entendre 3 fois. La deuxième chose, c'est la conscience. Conscience de ce que la personne traverse, conscience de son état émotionnel, conscience de votre état émotionnel, conscience de l'enjeu de la conversation, conscience du moment, conscience des mots. Se poser en conscience. Ensuite, il y a l'attention. Est-ce que vous faites attention à ce que la personne dit? Est-ce que la personne en face de vous se sent vue et comprise? Les personnes à qui vous avez discuté, pour tout un tas de raisons, ils vont vous dire des choses et des fois, ça voudra en dire d'autres. On parle aussi de subcommunication, de sous-texte.
Est-ce que vous voyez et vous entendez vraiment les mots et ce qui se joue derrière ces mots-là? Une personne qui me dit « c'est comme ça », ou qui me dit « je pense que », qui me dit « j'ai l'impression que », qui me dit « on m'a dit que », même si la phrase est la même derrière, ça ne veut pas dire la même chose. C'est comme ça. C'est une croyance ancrée. Tu peux faire ce que tu veux. Je ne la déboulonnerai pas. Je refuse d'avoir tort. On m'a dit que quelqu'un qui, pour moi, a plus de crédibilité que toi, m'a dit le contraire. Je pense que j'ai l'impression que c'est ma croyance actuelle, mais je suis d'accord d'avoir tort si tu m'expliques pourquoi. Chaque mot a une signification. Vous pouvez l'utiliser en coaching d'ailleurs, ces mots-là. Selon la phrase que vous vous dites ou selon la phrase de votre client, ce n'est pas les mêmes enjeux. C'est tout cassé. Où est-ce qu'on était? Voilà. Les mots ont un sens. Il faut simplement les écouter. Vient aussi la compassion. Est-ce que vous avez vraiment de la compassion pour la personne en face de vous? Compassion ne veut pas dire pitié. C'est pas « oh le pauvre, il n'y arrive pas ». C'est « je comprends que ce que tu me dis est difficile. Je ressens cette émotion avec toi, c'est pas facile ». Quand quelqu'un vous dit « j'en chie », la bonne réponse c'est « oui, je comprends, tu as raison ». Comme toute autre émotion d'ailleurs. La compassion c'est « oui, je comprends, tu as raison ». C'est déjà valider ce que dit l'autre. C'est la première étape de la connexion avec l'autre. Et valider ce qu'il vous dit. Les parents sont très nuls pour ça en général. Et nous, devenant parents, nous devenons très nuls pour ça aussi. Je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était l'année dernière, en tout cas, j'ai un souvenir comme ça marrant, où ma mère, elle bouge sa chaise, elle m'éclate le pied, et j'ai ultra mal, et je lui dis j'ai mal, elle me fait mais non, je t'ai à peine touché. Si je te dis que j'ai mal, je suis au courant quand même. Ce qui se joue derrière cette interaction, c'est je ne peux pas accepter la culpabilité de t'avoir fait mal, donc je nie ta douleur. Et enfin, il y a l'amour et l'empathie pour vos clients. Le terme d'amour, il est complexe parce qu'on a tendance à le voir comme l'amour amoureux de la passion et du couple, ou alors comme l'amour de ses enfants et de sa famille, etc. Il n'y a pas plusieurs formes d'amour. Il y a une forme d'amour et différents degrés d'intensité de cet amour et d'acceptation de cet amour. Ce qu'on devrait dire, ce n'est pas « je t'aime », c'est « je me sens en amour à ton contact ». C'est un autre sujet encore. Est-ce que vous avez vraiment de la bienveillance, finalement, à l'égard de vos clients, de vos prospects? Ou est-ce qu'ils vous font chier? Parce qu'ils ne comprennent rien? S'ils vous font chier parce qu'ils ne comprennent rien, c'est vous le problème, c'est pas eux. C'est vous qui pensez que vous avez un savoir supérieur à transmettre aux autres et qu'ils devraient le comprendre. Eux, pauvres mortels. On a quelques questions à vous poser et quelques réponses que moi je vous propose. Comment me sentir aligné et intègre dans ce que je fais? La première réponse à ça, c'est pas d'attente. Je vais parler avec quelqu'un, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une vente, je ne m'attends pas à ce qu'il n'y ait pas de vente. Je vais parler avec quelqu'un. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'attends pas qu'il se passe quelque chose de particulier. Oui, je suis un entrepreneur, oui, je suis là pour vendre mon produit, oui, je veux aider, bien sûr. Mais je vais être présent dans le moment, je vais faire de mon mieux et il se passera ce qui doit se passer. Comment ne pas se sentir dominé par l'argent? Très difficile dans nos métiers. Est-ce qu'il va me payer? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour ça? Et s'il me demande un truc que normalement je n'ai pas envie de faire, mais qui paye bien, comment je fais, etc. Posez dès le départ des limites de ce que vous acceptez ou pas. Et dites-vous qu'elles sont immuables, ces limites. Elles ne bougent pas.
Il n'y a rien qui peut les faire bouger d'un millimètre, peu importe la somme. Parce qu'à un moment, quand vous allez vous améliorer, on va vous proposer plus d'argent pour faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Quelles sont vos limites? Les limites, vous devez les poser dès le début de votre activité. Comment sentir que je vaux ce qu'on me donne? Un petit jeu d'esprit. C'est au lieu de se dire, est-ce que je laisse de l'argent sur la table, si j'accepte pas, et si je les vaux, si je les vaux pas. Simplement switcher, se dire, mes services sont de temps, parce que c'est ma valeur, et celle que j'ai décidée pour moi, doivent-ils se payer mes services? Ça ne veut pas dire que vous devez pas les aider, ça veut dire que vous pouvez pas, ça veut dire que vous valez ou valez pas, on s'en fout. Doivent-ils se payer mes services? S'ils ne peuvent pas, ce n'est pas mon rôle de faire quoi que ce soit pour ça. À moins que j'ai envie de faire du bénévolat. Je ne baisse pas mes prix parce que les gens n'ont pas d'argent. Mes prix sont mes prix. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. S'il y a des gens qui ne peuvent pas et que j'ai envie d'aider, je peux choisir de les aider, mais pas en baissant mes prix. Je choisis une autre façon de les aider. Baisser ses prix, c'est baisser sa valeur sur le marché. Enfin, comment mieux gérer ses états émotionnels face aux prospects? Créer des rituels. C'est le seul truc qui marche. Créer un rituel positif et agréable avant chaque conversation de vente. Toujours le même. Moi, à mes débuts, avant chaque appel, je sautillais sur place, je visualisais de travailler avec le client et je visualisais tout ce que ça allait pouvoir changer dans sa vie, positivement. J'arrivais à l'appel, quand j'en faisais encore, avec un niveau d'énergie super élevé et avec déjà une vision de l'accomplissement du client. Et j'étais plus excité que lui au téléphone. La personne elle s'est dit tout de suite. J'étais tellement sûr de ce qu'ils allaient réussir à faire que je leur racontais, comme si on y était. Je les projetais dans le sentiment de la réussite. Parce que j'y croyais vraiment. J'avais un vrai niveau de certitude vis-à-vis de ça. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, ça. Vous êtes limité dans la vie par la qualité des questions que vous posez. Et bien souvent, on cherche des réponses, mais on a posé la mauvaise question. Plus vous posez de bonnes questions, plus vous avez de résultats. J'ai écouté une vidéo l'autre jour sur des entrepreneurs qui sont assez avancés. Et il y a une personne très très forte en question qui allait voir un autre entrepreneur et qui lui a dit « Si je voulais gagner 5 millions de plus par mois, sans travailler plus et sans ajouter quoi que ce soit à mon offre, qu'est-ce que je devrais faire ?» Ils ont changé l'écosystème de prix, ils ont fait 5 millions de plus en profit en claquant des doigts. Quelqu'un d'autre aurait dit comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires de 5 millions. Et ils auraient lancé un nouveau produit, ouvert une nouvelle équipe, et ils auraient rajouté du travail, de la complexité dans le business. Elle a posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour faire 5 millions de plus sans rien faire? On est limité par nos propres questions. Exemple. Quand on a une offre en face de nous, j'ai sûrement fait une faute de frappe là quelque part, on s'en fout. Quand on a une offre à 2000 € et qu'on n'a jamais vu au-dessus et qu'on ne pense pas que ça peut valoir plus cher, on la propose X fois en moyenne. X, selon les gens, ça va être entre 3 et 5 fois avant d'abandonner. Si au bout de 3 à 5 fois, je n'ai pas vendu mon offre à 2000, je vais décider que ça vaut moins et rien d'autre. J'ancre la croyance que ça ne vaut pas 2000 €, que personne n'est prêt à payer 2000 € et qu'ils n'ont pas d'argent pour 2000 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une offre à 1500 pour en vendre bien plus parce que mes prospects n'ont pas d'argent. Et je viens d'ancrer une croyance.
parce que je n'ai pas posé la bonne question. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est à combien de personnes je dois proposer l'offre pour en vendre 10, par exemple. Ou alors, qui paierait 3 000 €? Qui sont-ils? Où ils sont? Il y a plein de questions comme ça que vous pouvez vous poser pour changer de mindset. Si vous ne vous posez pas de questions, ça amène des conséquences sur votre croyance. Il y a aussi le fait que quand on dit j'ai essayé, en général, ça ne veut pas dire grand-chose. Je crois que c'est Tony Robbins qui raconte cette histoire où une personne vient le voir avec une situation compliquée. Il dit Tony, j'ai tout essayé. Il dit ah, ok, tu as essayé 1 million de choses. Non, Tony. Ok, tu as essayé 100 000 choses. Non. Ok, tu as essayé 1000 choses. Non. Tu en as essayé 100. Non. Tu en as essayé 10. Non. Tu en as essayé combien? 2. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. J'ai essayé 2 trucs. C'est comme les gens qui disent j'ai pas de chance en amour, il n'y a personne qui est fait pour moi. On est 7 milliards sur Terre. Écoute, essaye les 12, c'est qu'on en reparle. En général, quand on dit j'ai tout essayé, on a essayé entre 3 et 5 fois. Je connais des entrepreneurs, quand ils ont commencé à proposer leur offre, ils l'ont proposé au téléphone dans des contacts à froid. Un truc terrible à faire, c'est atroce. La personne en question, elle a proposé son offre 80 fois au téléphone avant d'avoir un oui. Ensuite, elle a compris ce qu'il fallait faire. 80 fois. Est-ce que vous êtes capable de vous manger 79 portes fermées sur la gueule et continuer? Si vous proposez quelque chose 3 ou 4 fois et que si ça ne marche pas, vous décidez que c'est un échec, vous n'avez pas assez essayé. Vous n'avez pas assez de données en fait. Je vous donne un exemple. Vous essayez de vendre un produit. Peu importe ce que c'est, une offre de coaching, d'accompagnement, etc. Vous le proposez à 70 personnes d'affilée et vous dites toutes non. Et vous dites que c'est un échec catastrophique. Si ça se trouve, c'est les 30 suivantes qui auraient acheté, ça aurait fait un taux de conversion de 30%, ce qui est énorme. Mais vous êtes arrêté avant celui qui marche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de trouver de nouvelles façons pour que ça marche mieux. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter dès que ça ne marche pas. Des fois, il faut continuer à proposer et mieux proposer. Exemple 2 de croyance. Je n'y arriverai jamais, je ne sais pas où sont mes prospects, personne ne voit la valeur de ce que je fais, de toute façon, ça ne marche pas pour moi. Quelle question on peut poser ici? Arriver où? Qui l'a déjà fait? Comment il a fait? Qui a besoin de moi et donc de ma valeur? Où sont-ils? Comment leur parler? Etc. Quand on a un problème ou un blocage, il faut juste poser de meilleures questions. À partir des informations qu'on reçoit avec ces questions-là, on peut résoudre ce problème-là. Mais si on ne pose pas les questions et qu'on accepte cette croyance comme étant acquise, échec. Le fameux triangle dramatique de Karpman.
On va tous à un moment ou à un autre se retrouver dedans, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a toujours des gens qui essaient de nous ramener dedans. Le seul moyen de sortir du triangle de Karpman, c'est la prise de responsabilité sur sa vie. Le triangle de Karpman, c'est quand dans l'interaction, il y a un sauveur, une victime, un bourreau. Souvent, il y a une personne qui joue les deux rôles. Quand vous voulez aider votre client plus qu'il ne veut s'aider lui-même, vous êtes un sauveur. Vous le positionnez en victime, qui ne sait pas ce qui est bon pour lui et qui ne veut pas s'en sortir sans votre sauvetage. Et quand ça ne va pas marcher, cette personne-là, vu que vous l'avez mis dans un statut de victime, elle va remettre la faute sur vous et la responsabilité sur vous. Oui, mais tu m'avais dit que. Et elle vous place en bourreau. C'est ma faute si mon client n'a pas eu de résultat parce que j'ai fait que, j'ai dit que. Bourreau. Donc le client est une victime. Sortir de ça, c'est se placer soit au centre, soit en dehors. C'est reprendre la responsabilité. Chacun est responsable de ses propres choix, de ses propres actions. J'ai régulièrement des clients qui me disent « Oui, mais je me sens comme ça parce que tu m'as dit que, parce que tu as fait que, parce que tu m'avais dit que, parce que je pensais que. » Je me sens comme ça parce que tu. Je suis responsable de vos émotions. Ça m'étonne, ça. Donc, ça veut dire que quoi? Je peux taper sur un bouton dessus, je choisis si tu es en colère ou si tu es contente. C'est notre interprétation des choses qui crée nos émotions. Personne n'est responsable de nos émotions. Personne ne nous fait rien. Ils font des choses qui sont neutres vis-à-vis de nous-mêmes, qui n'ont rien à voir avec nous. Et notre interprétation de ce qu'ils ont fait déclenche une émotion. Si votre client fait une crise de panique ou est heureux à sauter partout et à se cogner sur les murs, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose. Vous n'avez rien fait. Vous avez transmis quelque chose, vous avez fait quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, vos faits sont neutres. Les faits sont neutres. Quand vous essayez de sauver vos clients, vous les placez indéniablement dans un statut de victime. Et indéniablement, ils vont finir par vous placer en bourreau parce que ça va marcher comme ils veulent et qu'ils vont dire que c'est de votre faute. Il faut comprendre que le process, ce que vous devez faire, la patience et le succès, c'est une seule et même chose. Les Anglais disent trust the process et confiance dans le processus. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas et on va devoir faire confiance au processus parce que c'est ce qui marche. Moi, souvent, je dis à mes clients, fais ça. Oui, mais non, fais-le. Fais-le, ça va marcher, je t'explique ensuite. On ne peut pas toujours tout expliquer tout de suite en tant qu'accompagnant. Et des fois aussi, il faut expérimenter par soi-même pour comprendre. L'impatience, c'est très important. Et elle est un peu fucked up dans notre société parce qu'on pense que tout devrait arriver tout de suite, qu'il y a une timeline définie pour le succès et les résultats financiers. 10 cas en 3 mois, dans la promesse à la mode. On peut aller dans la direction. Certains vont le faire, mais ce n'est pas une normalité. Ensuite, il y a une histoire de croyance. Ce que vous croyez aujourd'hui, la petite histoire que vous vous racontez sur vous-même et votre business, détermine ce que vous vivez. C'est une question dans mes fiches de suivi hebdomadaire avec mes clients. Quelle est la petite histoire que tu te racontes? Qu'est-ce que tu te dis en ce moment sur telle et telle chose? Demandez-vous la dernière fois que vous avez réussi ou échoué quelque chose, de votre point de vue à vous, quelle est la petite histoire qui allait avec? C'est parce que je suis comme ça.
C'est parce que j'ai fait ça, parce que le monde est comme ça. Il y a toujours une petite histoire, une petite croyance qu'on vient se raconter, qu'on vient ancrer avec tout ce qui se passe. 100% de nos résultats financiers, professionnels, sont liés à nos croyances, ce qu'on pense vrai ou pas, et notre niveau de compétence. Ce qui est bien, c'est que vos croyances, vous pouvez les changer, et que votre niveau de compétence, vous pouvez l'augmenter. Quand vous tapez un palier, c'est que vous n'avez pas les bonnes croyances, ou que vous n'êtes plus assez compétent et qu'il faut apprendre quelque chose de nouveau. Mais à côté de ça, il y a aussi la réalité. Quand on a un objectif X, est-ce que c'est possible? C'est le mindset. En combien de temps et de quelle façon c'est possible? C'est la réalité. Moi, quand je dis c'est difficile de faire 100 000 euros par mois en tel laps de temps parce que ça, on m'a déjà répondu ouais, mais c'est une histoire de mindset, Jérémy. Ah non. C'est une histoire de temps de travail, c'est une histoire de dépenses, c'est une histoire d'optimisation, c'est une histoire de stratégie, c'est une histoire de test, c'est une histoire de validation, c'est une histoire de montée en compétence de l'équipe, c'est une histoire de montée en compétence de l'entrepreneur. Non, non, c'est pas le mindset. Il y a des choses tangibles qui ne sont pas des histoires de mindset. Il y a ce qui se passe dans ma tête, il y a ce qui se passe sur mon tableur, et il y a la réalité. Les trois sont importants, les trois sont valables. Des fois, tu n'arrives pas à vendre parce que c'est ton mindset. Des fois, c'est ton offre qui est pourrie. Des fois, tu n'as pas parlé à cette personne. Des fois, c'est la présentation de ton offre qui n'est pas bonne. Des fois, c'est toi qui n'es pas assez bon. Il y a tout un tas de choses. Mais le mindset n'est pas la réponse à tout non plus. N'en déplaise au coach mindset. Avec tout ça, on a tendance à vivre sur notre ordinateur. On regarde des vidéos YouTube, on est sur Facebook, on fait des tableurs pour dire comment les choses devraient se passer. On travaille, on parle aux clients, on bosse et on est sur Facebook, et on fait des pages de vente, on fait des produits, on fait des offres, on va les présenter, etc. On oublie souvent, quand on est entrepreneur, qu'on est devenu entrepreneur pour avoir plus de temps de vie. Et on finit par gaspiller tout notre temps de vie au profit d'être entrepreneur. Live outside the spreadsheet, c'est vivre en dehors du tableau, du tableur. Prenez du temps pour vivre avec vos proches, avec les gens que vous aimez, avec ce que vous faites du sport, faites du Netflix si vous avez envie, j'en sais rien. Sortez un peu de votre business. Ça vous fera du bien. Le plus dur, c'est de réussir à sortir de son business quand on n'a pas encore les résultats. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas légitime à prendre du temps pour soi tant qu'on n'a pas gagné. Sauf que vous ne pouvez pas gagner d'argent si vous êtes H24 derrière l'ordi. Ce n'est pas là qu'elle se passe les idées. C'est pas en scrollant Facebook que vous allez trouver des réponses. C'est en allant vous promener. J'ai listé quelques blocages courants qui empêchent d'amener 6 chiffres par an d'après mon expérience. La première, c'est accepter la réalité du marché. Il y a des choses que le marché achète, il y a des choses qu'il n'achète pas. S'il y a des concurrents qui vendent la même chose que vous de la même façon, c'est probablement qu'il y a un marché. Peut-être que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que ça vous plaît ou que ça ne vous plaît pas, que vous êtes content ou que vous n'êtes pas content, que ce n'est pas la réalité. On a du mal à accepter que moins égale plus. On ciblait une population de 100 personnes, parce qu'on a l'impression qu'on peut aider tout le monde. Et on se dit que si on rend notre ciblage plus étroit, merde, ça va nous casser. Reviens. Et on a l'impression que si notre ciblage est plus étroit, ça va être plus difficile, parce qu'il y a moins de gens à toucher. Sauf que le truc, c'est que là, vous allez en toucher 5%. Donc ça fait 5. Et là, vous allez en toucher 90%.
moins en taille d'audience, parce que plus ciblé égale plus. Toujours pareil sinon? Est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Pas est-ce que vous avez les compétences là tout de suite à la seconde, on s'en fout. Est-ce que vous arrivez, imaginez un futur et vous l'avez fait? Est-ce que vous vous sentez capable de le faire? L'entourage joue beaucoup aussi. C'est pour ça que moi je fais des programmes de groupe, pour créer un écosystème. Parce que quand on est seul à vouloir faire quelque chose, c'est plus difficile que quand on est entouré de gens qui sont en train de le faire. On l'a vu avant aussi. Travailler plus ne veut pas dire gagner plus, et travailler dur ne sert à rien. Mais enfin, il faut garder à l'esprit que quand vous vendez, vous aidez une personne. Ou alors il y a une petite phrase à l'intérieur de vous qui dit que votre produit, votre offre, votre accompagnement, c'est de la merde. Et alors le problème, c'est pas d'aider et ni de vendre. C'est de trouver soit pourquoi vous ressentez ça, soit d'améliorer votre produit. Je parle de produit, mais une offre d'accompagnement, pour moi, c'est la même chose. Exemple de mindset. Je lance une offre, ça ne marche pas. Je panique, je suis nul, je vais mourir sous un pont. De toute façon, les coachs m'ont menti, ce sont des escrocs, ça ne marchera jamais. Ensuite, je veux pleurnicher sur les réseaux sociaux et bouder. Ce truc me gonfle. Une mentalité de victime place la responsabilité, le succès, l'échec à l'extérieur de soi. Si ça ne marche pas, c'est parce que quelque chose en dehors. Donc, je n'ai aucune action, aucun pouvoir sur les choses. Deuxième possibilité, je lance une offre, ça ne marche pas. Étrange. Pourquoi? C'est un problème d'audience? Parce que je l'ai mal mis en avant? Parce que j'y croyais pas assez? Parce que je ne l'ai pas assez poussé? Testons chacune de ces variables. Je sais que c'est possible, je n'ai juste pas encore trouvé la bonne façon de le faire dans la situation précise. Ça, c'est une personne qui est responsable, qui est dans une mentalité de test, qui est là pour explorer et qui cherche en fait le chemin pour réussir. Parce que le sujet n'est pas de savoir si c'est possible de réussir. Le sujet, c'est de trouver le bon chemin. Le mindset de victime, il vous pousse obligatoirement dans le mur. Le mindset d'explorateur fait que vous allez forcément finir par trouver une solution. Parce que vous allez forcément finir par déblayer le bon chemin. Ça, c'est la réalité des chiffres. 10% de mes offres à moi ont explosé, sont devenues des best-sellers. 60 ou 70% n'ont fait rien de très intéressant. Et tout le reste, ça a été des échecs cuisants. Ça m'est déjà arrivé de lancer des trucs avec 0 vente. 0. Je ne me suis pas démonté. J'ai cherché des solutions. On ne réussit pas toujours du premier coup. Et des fois, nos postulats sont erronés. Et donc, ça ne marche pas. Point. Changeons de postulat. Essayons autre chose. Il y a une autre erreur courante, c'est de regarder des entrepreneurs plus avancés que nous, de regarder où ils en sont et ce qu'ils font aujourd'hui. Et de ne pas regarder quel est le chemin qu'ils ont emprunté pour en arriver là. Moi, on me dit souvent, oui, mais Jérémy, toi, tu as un groupe et de la pub, et puis ci, et puis ça. Je n'ai pas commencé comme ça. Moi, j'ai commencé avec un compte Facebook, pas de page de vente, pas d'appel, pas de tunnel, pas de pub, pas de YouTube, rien. J'ai fait juste mon compte Facebook. Il y a plus de 200 000 € par an avec juste mon compte Facebook.
Voilà comment j'ai commencé. Ne regarde pas ce que fait Jérémy aujourd'hui. Regarde ce que fait Jérémy hier quand il était dans ta situation. Et pareil pour tous les autres leaders que vous suivez. On pense à tort qu'on a besoin d'avoir toutes les réponses pour se lancer. Moi, perso, en général, quand je lance une idée, je sais ce que je dois faire les 30 prochaines minutes et le reste, on verra. Moi, j'ai toujours construit mes business avec cette sensation de tu dois traverser un pont. Mais en fait, à chaque fois que tu tends le pied pour le poser, tu jettes en dessous vite la brique d'après pour ne pas te casser la gueule. Il faut 10% des réponses pour se mettre en action et en mouvement. Le reste, on les trouve sur le chemin. Puis si on les trouvera, on trouvera une autre façon. Si on ne les trouve pas, on trouvera une autre façon de faire. Le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est j'ai acheté le programme de machin qui dit de faire des webinaires, ça ne marche pas au bout d'une semaine, donc j'achète le programme de machin qui dit de faire la pub, ça ne marche pas au bout d'une semaine, donc j'achète le programme de machin qui dit de devenir closer, ça ne marche pas au bout d'une semaine, etc. Quand vous prenez la décision d'une direction, que ce soit avec un coach, avec une source de trafic, avec un positionnement, si ça 12 mois de test avant de changer. Si vous sautez de stratégie en stratégie, de coach en coach et de source de trafic en source de trafic tous les mois, il n'y a aucune chance que ça marche. Il faut 6 à 12 mois pour comprendre quelque chose, devenir bon, l'assimiler, en comprendre les différentes variables et pouvoir vraiment l'optimiser et jouer sur l'effet boule de neige. Et ça nous amène à la slide d'après. Ça, c'est ce que je vois beaucoup d'entrepreneurs faire, malheureusement. Le poulet sans tête. Le poulet qui court partout en rond dans tous les sens en s'agitant. Vite, 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 un post Facebook, une vidéo YouTube, un post sur Instagram, et puis un MP, et puis je vais lancer un webinaire, et puis je vais faire une pub. Oh, 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 oh. Put this coconut down. Une source de trafic, un canal, une offre. Tant que tu n'as pas fait au moins 100K avec, c'est pas la peine d'aller en ouvrir 12 autres. Tu n'as pas le temps. Ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Et encore, moi je dis 100K parce que je suis sympa. Les Américains, ils disent 1 million. Avec une offre et un canal. Il y a un autre blocage courant, c'est de ne pas accepter la froide et brutale réalité et appliquer son avis sur les choses en pensant que ça échange quelque chose. Des fois, il y a tel truc qui ne se vend pas. Oui, mais c'est ça dont ils ont besoin et moi je veux les aider avec ça. Oui, mais ils ne veulent pas l'acheter. Oui, mais ils en ont besoin. Oui, mais ils ne veulent pas l'acheter. Le fait que vous aimiez ou n'aimiez pas quelque chose, que vous trouvez ça normal ou pas normal, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, ne change rien à la réalité des faits. Si je regarde un mur blanc et que je me dis que je le préférerais en bleu, tant que je ne peux pas aller le repeindre, ce n'est pas parce que je dis que j'aime pas le blanc et qu'il devrait être bleu et que ce n'est pas normal qu'un mur soit blanc et qu'il devrait être bleu, que le mur il devient bleu. Notre avis sur les choses ne change pas les choses. On a tendance à vouloir tordre la réalité selon notre bon vouloir et notre envie ou pas des choses. Ça ne change rien. Les choses sont ce qu'elles sont. Je me suis beaucoup battu autour de moi avec cette croyance pendant toute la période de la crise Covid, surtout au début, où les gens luttaient très très fort contre le confinement, par exemple. Ce qui était justifié ou pas, c'est pas le débat, mais... Et j'avais par exemple de la famille au téléphone qui me disait « Non, mais c'est pas normal, c'est pas acceptable ».
Oui, mais ça ne change rien. Que tu sois content ou pas, n'y change rien. À part que tu vas être énervé. Mais tu n'auras toujours pas le droit de sortir. Accepter la réalité ou la changer. Il n'y a rien entre les deux. Mais alors, se plaindre de la réalité telle qu'elle est et rien faire pour la changer, c'est une perte de temps et d'énergie. Oui, mais les gouvernements, ils ne devraient pas faire ça. Oui, mais ils font ça. Que ça te plaise ou pas. Soit tu vas faire la révolution, soit tu changes le pays, soit tu acceptes. Je me suis beaucoup fâché avec les bébés révolutionnaires. C'est ceux qui veulent tordre la réalité, mais sans en accepter les implications. Ouais, tu te rends compte, on manifestait contre le gouvernement, on s'est pris un coup de flashball. Eh ben oui, le gouvernement, il ne veut pas te voir. Réalité brutale. C'est pas parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas les faits que ça change quelque chose. Par exemple, un gouvernement n'est pas là pour le bonheur du peuple. Le gouvernement est là pour le fonctionnement d'une société. Fonctionnement étant à définir. Mais le gouvernement est là pour que la société fonctionne et tienne debout. Pas pour que les individus soient heureux. Pas du tout. C'est pas du tout leur but. Oui, mais quand il fait ça, c'est pas sympa. Il n'est pas là pour être sympa, en fait. Réalité brutale. J'aime bien utiliser la politique, c'est un exemple qui est frappant par rapport à ça. Mais ça vaut pour tout. Oui, mais il m'avait dit qu'il achèterait, il n'a pas acheté. Il a changé d'avis, il a trouvé mieux, j'en sais rien. Ouais, mais c'est pas cool. Ah non. Bienvenue dans la vie. Qu'est-ce que tu feras sur Internet tout le temps? T'as cru que la vie c'est un kiwi ou... Les faits sont les faits. Parfois c'est difficile, parfois ça l'est pas. Mais le fait qu'on trouve ça normal ou pas normal, il change rien. Et ça, vraiment, accepter la froide et brutale réalité des choses, c'est reposant. Les choses sont ce qu'elles sont, que ça me plaise ou pas. Je peux les changer ou je peux les accepter. Voici avec quoi vous devez repartir de cet atelier. Il y a ce qui se passe dans votre tête et que vous pouvez changer. C'est votre état d'esprit, votre analyse des choses, vos croyances, votre mindset. Il y a des choses tangibles, mesurables que vous pouvez améliorer. Et il y a les faits, il y a la réalité qui s'en fiche radicalement de votre opinion. Et c'est la combinaison de ces trois choses-là, à savoir travailler sur son mental, améliorer les choses tangibles et mesurables et accepter la réalité. Avec ça, vous avez un pouvoir magique sur la vie que beaucoup n'ont pas. C'est tout pour moi. Et maintenant, place aux questions. Comme d'hab, vous levez la main. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être des discussions philosophiques. J'aime bien moi. Sophie, yes. Bonjour. J'avais noté à un moment où tu parlais de... je ne sais plus, quelqu'un parlait de tomber en amour avec son offre. Mais le danger aussi de tomber en amour avec son offre. C'est-à-dire disons que ça peut faire que justement on a du mal à comprendre quand les gens n'en veulent pas ou des choses comme ça. Il faut savoir parfois pivoter justement. La qualité de son offre. Ouais, être fier de ce qu'on fait. Mais c'est pas parce que mais en fait, si tu veux, ça n'a rien à voir avec le fait que les gens en veulent ou pas. Tu peux avoir mais en fait, je te donne un exemple tout con. Tu as un enfant, c'est le plus beau de la terre, c'est le meilleur, tu es en amour, tu l'aimes, etc. C'est pas pour autant que la personne qui va le rejeter, c'est une saloperie. Et c'est pas pour autant qu'il faut en vouloir à cette personne.
Tu peux aimer quelque chose et accepter la réalité que ce quelque chose n'est pas pour tout le monde. Ouais, il y a ça, ouais. C'est ça, puis être capable aussi ça va avec la dernière slide qui combine, enfin, qui permet d'avoir les super pouvoirs, c'est le fameux les réajustements qu'on peut apporter à son offre pour la rendre vraiment plus. J'aime mon offre et je suis fier de ce que je fais, c'est dans mon esprit. Je vais améliorer son positionnement, la façon de la présenter, mes canaux de communication. Je vais peut-être rajouter des choses dedans pour qu'elle soit mieux perçue, etc. Ça se fait partie de ce que je peux changer et améliorer. Et ensuite, il y a des personnes qui vont quand même trouver que c'est de la merde. Et ça, c'est la brutale réalité des faits. Mais il y a aussi des gens qui vont trouver ça démesurément trop bien et tu ne vas pas comprendre à quel point ils sont enjoués, tu vois. Ça fait partie, il y a les trois. Il y a ceux qui vont détester. Tu peux faire tout ce que tu veux, ils détesteront quand même. Il y a toute la grande majorité des gens qui vont juste s'en foutre. Et il y a quelques personnes qui vont adorer. Ok, Tout ce qu'on fait dans la vie va être confronté à ces trois choses. cool. Bon, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la dernière slide et j'ai beaucoup aimé Sœur Teresa qui raquette des dictateurs. Ça m'a vraiment. Il y a une vraie polémique là-dessus. Hein. Il y a une vraie polémique. J'ai fait une vidéo sur YouTube, il faut aller voir. Et il se trouve qu'effectivement, en fait, il y a eu vraiment des discussions compliquées. Elle a ouvert certains orphelinats en prenant l'argent de dictateurs africains, genre des gens qui avaient tué des populations entières et tout. Elle s'en foutait. Elle avait décidé de faire le bien, il fallait de l'argent pour ça. Elle le prenait là où il était. Énorme, énorme. Enfin, cette vision de Mère Teresa, je trouve ça, j'adore, je kiffe énormément. Merci pour ça. Je t'en prie. Valentin. Yes. Il y a un élément qui m'a pas mal marqué, mais ça me parle, mais j'ai pas trop compris. Tu disais leave aside the sheet. Outside the spreadsheet, oui. Ouais, spreadsheet. Il y a deux choses à travers ça. Il y a les chiffres qu'on décide dans le tableau ne sont pas toujours la réalité. Tu peux décider qu'un truc doit marcher de telle façon sur le papier. En fait, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ce que tu décides sur un papier. Et il y a aussi ne pas oublier de profiter de la vie et de ne pas être que sur son business tout le temps. Parce que son business est là comme support pour plus de vie. Et c'est pas censé devenir la vie et où en fait où l'extérieur du business est là pour supporter le business. On fait tous à un moment ou à un autre cette erreur et c'est normal. Hein. C'est un chemin qui est normal. Où on oublie qu'à la base, l'entreprise et l'argent sont là pour permettre d'avoir plus de temps de vie agréable. Et on a tendance à utiliser son temps de vie agréable pour avoir plus d'entreprise et d'argent. Mais c'est ça, moi je suis dans un état d'esprit, vas-y, on fait ça toute la journée et même si les trucs marchent pas, on force et on y va. Quoi. Ouais, c'est ça. Rappelle-toi pourquoi tu as voulu devenir entrepreneur. Ah, c'est vrai. C'est pour avoir plus de temps de vie, pour pas aller faire le truc que tous les autres y font et qui nous débectent si on est là en général. Et en fait, on se met dedans et on reproduit exactement la même chose, sauf qu'un patron encore plus con, puisque c'est nous-mêmes, et encore moins de prédictabilité de revenus. Tout ça pour passer plus d'heures sur l'ordi que si on était dans un job salarié. Ouais, ce qu'il y a, c'est que chez moi, c'est que ça crée une tension parce que j'ai l'impression que je dois me conformer pour être OK. Or, ce que je fais n'est pas du tout conforme à CDI. Donc ça crée une tension. Moi actuellement, je suis en phase de scaling, donc je travaille beaucoup. Mais genre hier, à 15 h, j'étais posé, j'avais encore plein de choses à faire. J'ai fermé l'ordi, j'ai fermé le téléphone, je suis parti rejoindre un ami au port, là où j'étais, là en Allemagne. Et on s'est posé sur le bateau, on n'a rien foutu. Et ouais, ça m'a mis en retard pour le boulot et pour plein de choses, et c'était galère, et j'ai dû commencer plus tôt ce matin et tout. Mais mon entreprise, elle est là pour soutenir plus de moments de vie et plus de possibilités. Et c'est pas je sacrifie mes possibilités pour aller faire plus d'entreprises. Malgré le fait que j'aime ça et que pour moi, c'est ma vraie passion, le business. Hein. Faut pas oublier de vivre. Et c'est OK, merci beaucoup. Je t'en prie. Hélène. Il faut que tu réactives ton micro d'abord. Voilà, vous m'entendez? Oui.
Ok. Alors, merci beaucoup. J'ai une question. Dans mon cas, le blocage, c'est de sortir un peu de la caverne. C'est-à-dire, donc pas Aristote, hein, mais il va falloir que je parle de ma vie privée, de mon vécu. Et là, autant je pourrais bien le faire pour moi, autant ça impacte aussi la vie de mes enfants, de mon conjoint ou de mes amis. Puisque je vais parler de mon expérience. À partir de quel moment on peut C'est quoi ton expérience? C'est un burn-out parental. Ok. Donc, clairement, j'ai le souci de soutenir, d'aider, d'accompagner des mères qui ont vécu ou qui pourraient arriver à tomber dans un burn-out parental. Et donc, forcément, je vais parler de mon expérience. Forcément, alors je vais exagérer délibérément, j'ai eu des envies de passer mon gosse par la fenêtre, mais après, sur Internet, tout se retrouve toujours. Donc, est-ce que c'est audible? Est-ce qu'on peut se mettre en avant dans cette réalité, dire voilà, j'en étais à, soit moi je passais par la fenêtre, soit mon fils, mais peut-être que dans 20 ans, mon fils pourrait m'en vouloir d'avoir évoqué ça. Ça dépend comment tu l'expliques. C'est-à-dire que si tu es capable de transmettre par écrit le fait que c'était ton émotion à un moment donné, oui. Et que c'était ton émotion et que tu ne comptais pas vraiment buter ton gamin, mais que juste à ce moment-là, émotionnellement, par contre, genre tu sentais que ça pouvait être que ça la solution, et l'émotion est différente du rationnel, tu vois. C'est ton émotion peut te dire si ce gosse ne crève pas dans la seconde, c'est moi qui vais crever, mais c'est pas pour autant que ton rationnel il commence à chercher comment le foutre dans la baignoire, tu vois. Il y a une différence entre les deux quand même. Ou alors on est vraiment dans un postpartum avancé, et c'est aussi le cas, ça existe. Hein. Et alors il y a deux choses aussi, tu peux programmer sur Facebook, si tu utilises par exemple ton profil perso, il y a une fonctionnalité qui dit que tous les posts de plus de 6 mois deviennent privés. Ok, merci. Tu peux faire ça. Tu peux aussi publier un truc et te dire que tu vas le laisser publier le temps que les gens de ton audience le voient, à savoir une semaine, 10 jours, et qu'ensuite ce post, tu le supprimes. Tu as le droit. Tu n'es pas obligé de tout laisser sur Internet une fois que ça a été vu. C'est vrai. Ok, mais donc, si je renvoie vers une page web, je dois quand même faire attention aux mots. Ok. Et donc, peut-être avoir une page Facebook pro et éviter de tu peux le faire sur ton profil et verrouiller plus ou moins ton profil aux personnes qui sont amies avec toi. Il y a plein de choses à faire. Tu n'es pas obligé de mettre ton profil Facebook en public. Tu peux le mettre en privé. Je pensais balayer d'abord sur Facebook, puisque c'est le seul outil que je gère actuellement. Faire attention aux pages pro sur Facebook quand on parle vraiment des pages d'entreprise, parce que de toute façon, les pages d'entreprise, les posts ne sont pas vus. Tu as moins de 10 personnes de ton audience qui vont voir tes posts, contrairement à un profil. Maintenant, tu peux avoir un profil que tu n'utilises que pour le professionnel. Juste. Ok, super. Joue avec les paramètres pour pouvoir verrouiller ce que tu écris, quoi. Mais je ne savais pas qu'on pouvait effacer après 6 mois ou mettre une. Si, en plus, on peut. Ils sont obligés maintenant, c'est le droit à l'effacement des données, c'est une obligation mondiale. Tu peux faire effacer toutes les données que tu veux. Alors, potentiellement, ils vont regarder une trace fond d'un serveur et tout, mais bon, c'est aux États-Unis, on s'en fout un peu. Ça ressort. Il n'y a pas de raison que ça ressorte. Mais en tout cas, ce qui est visible publiquement peut être effacé. C'est super. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à ceux qui ont commenté également. Je t'en prie. Elisa. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le timing divin, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Mais en tout cas, pour le rythme, comme ce que disait Valentin, moi, je trouve que c'est vrai que c'est pas évident de jongler avec ça, parce que surtout quand on est en train de lancer le truc. Enfin, je sais pas. À un niveau plus avancé, ça se trouve c'est pareil, mais je pense que quand on est au début et qu'on a les premiers clients, on les a pas encore d'ailleurs, de se dire allez c'est bon, je m'autorise à faire des pauses. Le problème, c'est que, et je comprends ce que tu ressens, je l'ai vécu aussi, et aujourd'hui je suis en train de le revivre pour d'autres raisons. À chaque étape, sans exception, il y aura une bonne raison de ne pas prendre de temps. Au début, c'est parce que tu n'as pas encore les résultats qu'il faut tout lancer. Ensuite, c'est parce qu'il faut assurer avec les clients. Ensuite, c'est parce qu'il faut gérer les équipes et scaler la boîte. Ensuite, c'est parce qu'il faut s'occuper de gérer l'argent. Ensuite, il y a toujours une très bonne raison, vraiment tangible en plus, hein, c'est la réalité, ce n'est pas un truc qu'on s'invente. Hein. Il y a vraiment toujours une bonne raison
d'être en train de bosser. Il y a toujours un truc à faire. Mais il faut prendre justement l'habitude très vite, pour ne pas avoir à galérer ensuite, de laisser du temps libre, parce que c'est important aussi. Et en plus de ça, tu peux considérer que c'est tes devoirs d'entrepreneur. Hein. Parce que les bonnes idées, tu les auras dans des moments de libre où tu es en train de regarder les arbres et les oiseaux passer. Tu ne les auras pas quand tu as la tête collée dans l'ordi. Même si c'est à ce moment-là que tu cherches l'idée. L'inconscient fonctionne quand tu es en train de faire une tâche à la con. On a tous déjà remarqué qu'on a des bonnes idées sous la douche ou en faisant la vaisselle. Yeah. Parce que le mental il lâche. Ouais. Du coup, le timing divin, je ne sais plus exactement, j'ai noté, mais en fait, déjà, j'étais étonnée que tu le mettes dans les blocages, en fait. Parce que finalement, c'est pas Parce que c'est l'acceptation. C'est ou la non-acceptation. Okay. Et je l'ai mis là parce que je voulais en parler là, parce que c'est important, mais en fait, c'est le fait de le refuser, de ne pas admettre qu'il y a une part de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais du coup, ma réflexion, alors c'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion, c'est des fois de peut-être trop de se dire, enfin, je pense à une amie notamment qui est entrepreneur aussi, elle n'est pas dans le groupe là, mais et qui va pas super parce que elle se prend la tête, elle va encore de clients et tout. Et en même temps, elle a mais bon, tout est juste, mais bon, ça va venir, j'y crois. Elle y croit, mais en même temps, elle y croit pas. Elle refuse de. Enfin... C'est l'entre-deux. Et c'est pour ça que, je vais te dire, une discussion que j'ai eue avec un ami à moi qui a un business qui est plus gros que le mien et qui me disait la spiritualité, on ne devrait pas s'en approcher tant qu'on n'a pas fait les millions. Parce que le problème, c'est que si tu t'en approches de trop près avant d'avoir fait les millions, tu n'en as plus rien à foutre des millions, mais n'empêche que les millions, tu en as toujours besoin pour bouffer. Alors, on en parlait de millions exprès pour caricaturer le truc. Mais justement, quand tu es trop profondément ancré dans le tout est parfait et tout est juste, c'est plus difficile d'aller chercher les trucs avec le besoin et le manque, qui est pourtant un driver très fort. Après, c'est choisir aussi que tout est juste, mais je choisis de jouer au jeu de l'entrepreneuriat, donc je choisis que je veux des clients, donc je fais ce qu'il faut pour. C'est un juste milieu. Dans l'extrême du tout est juste, il y a l'inactivité qui est là, quoi, en mode j'ai ma vision. Ouais, c'est la loi de l'attraction ultime, mal comprise. C'est je le veux et j'y crois, donc je m'assois, ça va arriver. Il n'y a rien qui arrive quand tu t'assois. C'est l'acceptation et la croyance, tout est juste, oui. Ça n'empêche pas de prendre des actions pour changer les choses. Et le fait de ne pas avoir de résultats est juste, ma volonté d'avoir des résultats est juste, mon action et ma volonté de changement est juste aussi. Tout est juste, y compris mon besoin de faire changer les choses. Ouais. Yes, bon, j'arrête là parce qu'il y a vraiment de questions. Mais... C'est comme quand on parle d'acceptation de soi. Ce que je crois être Jérémy, c'est Jérémy. Ce que je crois ne pas être Jérémy fait partie de Jérémy. Ce que les autres croient être Jérémy fait partie de Jérémy, et ainsi de suite. On ne peut pas ne pas englober les choses, en fait. C'est le principe de non-dualité. Tout est juste, y compris ma volonté de ne pas accepter ce qui est juste, par exemple. Donc, en fait, oui, il y a toujours... Et moi, c'est juste cette phrase, je trouve qu'elle est... Enfin, là, sur les réseaux et tout, enfin, sur Insta notamment, il y a toujours plein de citations dans tous les sens. Là. Et tout est juste, moi, j'adhère pas trop parce que c'est un peu justification à tout et n'importe quoi. Et quand l'autre est en train de chialer parce qu'elle est dans le mal et que tu es là, mais tout est juste, ça va aller mieux. Mais non, juste... t'as pas envie d'entendre ça à ce moment-là. Quoi. Ouais, alors il y a le bullshit autour de tout est juste. À savoir, j'essaie de me rassurer moi-même. Et genre, tout est juste, je suis en panique intérieure, mais tout est juste, t'inquiète. Et il y a aussi des gens qui sont à un niveau de conscience plus élevé que le nôtre et pour qui tout est vraiment juste, c'est vraiment ce qu'ils ressentent. Et t'en as qui n'arrivent pas à se rapprocher de ton niveau de conscience à toi et qui ne comprennent pas que toi, tu es dans la matière et que tu es en train d'en chier. Eux, ils sont perchés au-dessus. Là. Et ils vont redescendre un moment cela aussi. C'est marrant, Jérémy, parce que moi, j'y crois pas à ça, par exemple. Je pense que quand on est vraiment arrivé à un niveau de conscience comme ça, on est dans une compassion, justement. On peut ne pas trouver les mots pour... C'est les dérives, ouais. C'est les dérives de la spiritualité. Aujourd'hui, on le voit beaucoup sur Internet, des gens qui disent à tout va, qui sont très, très, très spirituels. Et c'est ça, ils disent à tout taper va. sur les pas spirituels. Ce qui est l'antinomie de la spiritualité.
C'est si je me place, moi, spirituel, en opposition à toi qui ne l'est pas, je suis dans la dualité, je ne suis pas dans la spiritualité. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On va pas le commencer ici parce que sinon, on en a pour des heures. L'ego spirituel, ouais, c'est passionnant, on peut en parler. Bon. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, hein, où une personne m'a dit « Ouais, je voulais travailler avec toi, mais tu sais, moi, je suis trop 5D, toi, tu es encore trop 3D, donc on ne peut pas travailler ensemble. » Ok. Et attends, le pire, c'est que je l'ai envoyé chier parce que elle me gonflait. Hein. Derrière, cette personne a fait un post Facebook sur « J'ai blessé l'ego d'un coach connu ». Ah ouais. Et qui est-ce qui est vraiment blessé là? L'effet miroir, là, tu le vois ou pas? Moi, je l'avais oublié 10 minutes après. Mais enfin, c'est l'ego spirituel. Ouais. On voit beaucoup ça. On va enchaîner avec les questions, parce que cette discussion, on pourra l'avoir, nous, en off, autre part, parce qu'on pourra l'avoir autant qu'on veut, ça. Et Elisa, va chercher tes colis, s'il te plaît. Je sais que tu le fais pas. Ah, c'est ça. Je suis pas chez moi. Alors, Odile. Déjà, je voulais te dire un grand merci pour ton atelier d'aujourd'hui, notamment la partie acceptation du timing divin et reconnaître sa valeur, parce que c'est des choses que je connaissais déjà et que j'ai conscientisé. J'avais vraiment besoin de réentendre ces mots aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ça. Et je voulais revenir sur la partie où tu dis aujourd'hui, pour être payé, en fait, il y a deux choses. Il y a la complexité du problème que je vais résoudre. Et le fait d'être irremplaçable ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'en tant que coach, on peut être remplaçable ou irremplaçable? Qu'est-ce qui fait qu'on est irremplaçable? Alors, la première chose, c'est la spécialisation. C'est ce que j'expliquais. Je vais vous expliquer comment ça. Je pense que je l'expliquais le jour 2. Si je ne suis pas spécialisé et que, par exemple, je résous simplement un problème qui a l'air très bateau, c'est aller mieux. Je suis en concurrence avec le coach sportif, avec le Xanax, avec le fait de trouver l'amour, avec le fait d'aller manger du chocolat, etc. Donc, je suis très remplaçable. Si je suis très spécialisé, je résous un problème extrêmement spécifique et donc je suis beaucoup moins remplaçable. Puisque je suis, moi en tant que coach et avec les 3 personnes et demie qui peuvent faire comme moi, la seule solution possible à ce problème extrêmement précis. Ok. C'est ta spécialisation qui te rend moins remplaçable. Parce qu'avec la spécialisation, tu as l'unicité, tu as ton degré d'expertise qui vient avec l'expérience, tu as ta notoriété, etc. Tout ça vient de la spécialisation et tout ça sont des choses qui te rendent de moins en moins remplaçable. Ok. C'est ce qui fait qu'aux yeux des autres, on est vraiment la bonne personne pour ce problème-là bien précis et qu'il n'y a personne d'autre qui peut résoudre mon problème. Voilà. Okay. Et c'est une combinaison, ça, de ton expérience, de tes compétences, de tes choix, de ta vie, de ta cible, etc. Et en fait, il faut vraiment raffiner ce positionnement encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il soit vraiment unique. Parce que dans ce cas-là, on n'a plus de concurrents. On est absolument irremplaçable sur ce segment très précis. Et on résout un problème complexe puisqu'on est le seul à pouvoir le résoudre. Alors moi, il y a une peur que j'ai par rapport à la spécialisation, c'est que j'ai peur de m'ennuyer. En fait, si je me spécialise vraiment sur un truc, un problème bien précis, avec des personnes bien précises, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai peur d'avoir fait le tour du sujet et de m'ennuyer, sincèrement, dans ce que j'apporte. Tu fais de l'accompagnement one-one aujourd'hui? Je ne voulais pas y aller dans le one-one parce que j'aimais bien le principe de groupe. Ouais. Aussi. Ce que je veux te montrer, c'est, regarde, les personnes que tu aides, elles ont un problème, on va dire qu'elles sont au niveau 1 de conscience du problème et que tu vas les aider en petits groupes. Tu vois. Peut-être que dans 6, 12, 18 mois, 24 mois, toi, tu seras trop avancé pour ce sujet-là. Et donc, en fait, le niveau 1, tu vas le déléguer à des coachs que toi, tu auras formés à ce niveau-là, ou des personnes que tu auras aidées qui viendront t'épauler. Et toi, tu feras qu'une intervention ponctuelle sur ces groupes-là, par exemple. Et toi, derrière, tu vas recommencer le one-one avec des niveaux de one-one ou le petit groupe 1. Et ensuite, tu vas avancer. Et là, tu vas mettre des gens pour faire le gros des sujets qui sont répétitifs et qui t'emmerdent. Toi, tu feras plus que les interventions qui t'intéressent vraiment. Et toi, à ce moment-là, tu iras au niveau 3. Et ainsi de suite.
Si tu as une spécialisation, il faut savoir qu'il y a toujours des niveaux d'avancement dans le problème que tu résous. Et donc, en fait, tu pourras aller plus loin et aller plus en profondeur dans la complexité du problème. Ok. Et donc, tu n'es pas obligé de t'enfermer. Ouais. Merci. Ça ouvre des perspectives. Ok. Je prends encore une question. On va arrêter là pour aujourd'hui ensuite. Hélène. Je t'entends plus. Voilà, c'est bon, je t'entends. Ok. Alors, c'est une question peut-être toute bête, mais je ne pense pas l'avoir déjà lue ou vue. Pas de question bête. Merci. On a des sources, on a des inspirations. Est-ce qu'on, pour moi, on doit les citer, on peut, mais est-ce qu'on doit leur demander leur avis quand on cite des grands scientifiques? Peut-être pas, mais des personnes plus inspirantes à un niveau du même domaine. Si tu cites des personnalités publiques et que tu mets leur nom, en fait, tu n'as pas besoin de leur demander leur avis. Et c'est quand tu cites des anonymes que tu dois soit leur demander leur autorisation explicite, soit anonymiser le commentaire. Moi, je prends très régulièrement des commentaires qui viennent de mes MP, des choses comme ça, parce qu'ils servent mon propos, mais j'ai une obligation d'anonymiser tous les éléments qui pourraient rendre la personne reconnaissable. Et à ce moment-là, tu as le droit d'utiliser ce que tu veux. Si c'est des personnalités publiques, du moment que tu les cites, il n'y a aucun problème. Okay. Pour les personnes privées, tu anonymises. Parfait. Bah oui, c'était simple. Même merci beaucoup. Je t'en prie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer comme d'habitude le replay et les slides juste après. Là, donc dans les 1 heure, vous les avez sur le groupe et par email. Et puis on aura encore le temps de discuter de ça. Demain, je vais faire de l'étude et de l'analyse de business. On va commencer par le mien, on pourra en étudier d'autres aussi, où je vais vraiment vous expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, comment j'ai commencé, pourquoi je le faisais, comment je le faisais. On va vraiment, en gros, prendre les grosses lignes du jour 1 et rentrer dans les détails profonds de mon analyse de ces choses-là. On pourra aussi faire un peu plus de cas pratiques avec vos questions. Et on pourra se laisser un petit temps de discussion encore à la fin, un peu plus cool, pour débriefer ensemble tranquillement de ce dernier jour. Puis après, il y a ceux que je vois samedi matin, de toute façon, pour le coaching de groupe. Merci à tous pour cette matinée, c'était très cool. J'ai adoré ce sujet. Je pensais que je préférais le marketing à ce sujet-là. Et en fait, non. Je pense que j'ai aimé autant celui-là que le marketing et que c'était mes 2 jours préférés, les 2. En tout cas, passez une bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.